Alors, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à ces webinaires philosophiques gratuits des événements Vox Populi avec Mathieu Martel, auteur, conférencier, professeur de philosophie. Et aujourd'hui, nous allons ensemble, par étapes, progressivement, analyser une question philosophique. Y a-t-il vraiment un problème ici maintenant? Je vais vous expliquer aussi d'où vient cette citation. Elle vient de Sailor Bob Adamson. Et la question est formulée d'une autre manière que nous avons omis la deuxième partie dans notre intitulé. Alors, je la repose à la façon de Bob Williamson, et j'ai même noté ici, j'ai traduit ici, cette question. Ai-je un problème ici maintenant si je n'y pense pas? Ça, c'est vraiment une forme de gong han ou de quan, qui peut ressembler à d'autres formes de quan. Par exemple, il y avait la fameuse Quan de Zhao Zhu dans Va boire du thé. Il y a des fameux Quan Zen que fait le son d'une seule main qui applaudit. Et ça se rapproche aussi de la potion suivante. Si je n'entends pas l'arbre qui tombe dans la forêt, l'arbre émet-il quand même un bruit? Donc, ça s'inscrit dans cette approche-là des Gong-Han ou des Quan Zen. Je repose la question de Bob Adamson et je vais aussi faire des références également à certaines de ses pensées qu'il nous propose. Donc, y a-t-il un problème ici maintenant si je n'y pense pas? Mais nous allons commencer d'abord par nous demander, c'est quoi un problème? Qui est le cœur de la question. C'est quoi pour un être humain que de vivre un problème? Qu'est-ce qu'un problème philosophique? Hein? Donc, tentez dans votre esprit en ce moment de compléter la phrase de manière suivante. Jean me demande de situer qui est Bob Adamson. Adamson, bon, je vais faire une petite parenthèse et je reviens à ma question. C'est un philosophe non-dualiste qui a été auprès de Nisargadatta Maharaj en 76-77 et qui fait des rencontres satsang en direct de l'Australie, toujours aujourd'hui. Il est âgé dans les 80 ans. Donc, voilà la situation de celui qui nous inspire la question du jour. Mais revenons à notre question. C'est quoi un problème? Donc, tentez de répondre de façon intuitive dans votre esprit. Un être humain qui vit un problème est un être humain qui vit quoi? Qu'est-ce qu'un problème? Alors, on va commencer avec des synonymes et tenter d'y aller avec des caractéristiques profondes. Vous pouvez écrire même sur la feuille, sur votre feuille qui vous accompagne. Un problème, c'est trois petits points. Ah, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est une situation difficile dans laquelle je suis plongé. Donc, ça peut être ça, un problème. Hein? On a des synonymes du terme problème, difficulté de la vie, souci qui occupe mon esprit. Ça peut être également ça. Une complication que je suis en train de vivre à plusieurs niveaux, amical, amoureux, professionnel. C'est aussi une forme de souci existentiel. Donc là, on est là dans les synonymes. Mais allons au sens grec, allons pousser au sens grec. Donc le terme, il y a il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert, juste vérifier si vos petits micros sont fermés parce que j'entends des petits échos. C'est juste question de bien me concentrer. Ici, donc le terme grec, c'est problema, ou problema en latin. Et c'est dit comment au sens étymologique? Un problème, c'est ce qui est lancé devant nous. C'est ce qui se présente, c'est une forme d'obstacle. Donc, un problème, c'est un obstacle. Même chez les Grecs, on fait référence à un promontoire. C'est ce qui est jeté devant nous. Ça peut être aussi au niveau de notre esprit. Donc, c'est ça un problème.
Si on pousse maintenant les caractéristiques générales du terme problème, hein, on pense souvent à la résolution de problèmes. Un problème, au sens philosophique, ou au sens même mathématique, scientifique, c'est une question à résoudre. Donc, tout problème présuppose un questionnement. Je vais définir dans quelques instants c'est quoi une question philosophique, quelles sont ses caractéristiques profondes. Donc, une question à résoudre d'ordre existentiel, ça peut être d'ordre scientifique également, hein. Donc, maintenant, regardons au sens philosophique, c'est quoi un problème philosophique? Donc, un problème philosophique touche l'être humain en général, a une teneur universelle. Je vais vous proposer quelques questions bientôt pour qu'on puisse, bien sûr, se donner des exemples. Donc, c'est un questionnement existentiel qui porte sur le sens des valeurs, sur le sens des mots, puis qui implique aussi, comment dire, qui implique notre existence en tant qu'être humain, hein, qui nous touche profondément. Pensons aux questions philosophiques suivantes. Devons-nous craindre la mort? Est-ce que la croyance nous aide à passer à travers des épreuves? Hem, une amitié sincère se définit de quelle manière? Est-ce que l'amitié est préférable à l'amour? Ce sont des questions qui sont liées à des problèmes philosophiques profonds. Et nous, on appelle ça souvent des questions existentielles. On peut se poser aussi la question de l'identité. Qui suis-je? Je suis appelé par une forme de vocation? Heu, comment? Bien, il y a la question du qu'est-ce qu'être un individu heureux? Est-il possible d'être heureux en philosophant ou sans philosopher? Donc voilà le type de questions qui touchent. Donc ce sont tous et toutes ici des problèmes philosophiques. Il y en a des plus complexes, plus métaphysiques. Mais nous allons tenter, peut-être même, je vous propose ici devant votre feuille, d'énoncer une question que vous, jugez importante. Quelle est la question la plus importante selon vous à traiter d'un point de vue philosophique? Je pose cette question-là souvent à mes étudiants et ce qui revient, c'est souvent, ça concerne quelquefois la mort, ça concerne l'identité, ça concerne aussi les notions de bonheur. Donc, qui se questionne est en recherche. Tente de résoudre une question dont les réponses ne sont pas certaines. Donc, qui parle de problème, parle, comment dire, en quelque sorte, de questions qui prêtent à discussion, des questions qui ne sont pas évidentes, qui prêtent à argumentation, hein, dont les réponses sont incertaines. Et souvent, ben, certains philosophes ont tenté de répondre. Je pense juste je pense juste aux Grecs, hein, qui tentaient de se questionner qu'est-ce qu'une vertu? Comment acquérir la vertu? Bon, la vertu se définissait grosso modo, peut-on la définir, la vertu, et peut-on l'acquérir? Comment aussi conserver la vertu? La vertu étant, bon, je vais vous le dire ici au niveau de la définition, comme étant une qualité morale excellentes comme le courage, la modération, la tempérance, la sagesse. Est-il possible d'être vertueux? Comment arriver à être vertueux? Et quand peut-on vérifier qu'un individu est vraiment vertueux? Donc, c'est lié tout ça à la quête du bien agir, hein. Ça sous-entend une grosse problématique. Donc, les amis, j'y vais par étapes. La question de Sailor Bob Adamson, il nous lance une interrogation, hein. L'interrogation est la suivante. Ai-je un problème ici maintenant si je n'y pense pas à mon problème?
Donc, ça peut créer tout de suite dans notre esprit un genre de pause, hein? Je vais y aller avec une autre formulation d'un autre koan. Que fait le son d'une seule main qui applaudit? C'est comme un silence ou un espace qui se crée dans ce genre de formulation. Et je pense que ce que veut faire Bob Adamson à travers ça, c'est nous ramener. Je vais vous expliquer, nous ramener à l'instant. Donc, je vais encore le dire. Ai-je un problème ici maintenant si je n'y pense pas à mon problème? Donc, ça présuppose que peut-être que le problème est lié à la pensée. Et ça, c'est une position très liée à la philosophie orientale. La philosophie orientale voit la réflexion et la pensée, qu'elle soit volontaire ou souvent involontaire, comme étant ce qui nous crée des problèmes. Bob veut nous ramener à l'instant présent. Et j'ai même une belle petite citation ici. Voilà. Il dit, la valeur d'une intuition que nous avons, la valeur d'une compréhension que nous avons, la valeur d'une forme de réalisation que nous faisons dans notre vie, hein, elle est toujours fraîche, hein, cette valeur-là, cette intuition, cette compréhension, dans la présence au moment. Il pourrait même dire qu'elle est toujours fraîche uniquement dans la présence au moment. Donc ça vient éclairer sa question, se perdre dans nos analyses. Donc je pense que Bob critique le fait de toujours vouloir tout comprendre, suranalyser une situation, se préparer mentalement à une situation, à une forme d'anticipation. Voilà ce qui peut nous créer certains problèmes. Mais il n'y a jamais de problème, nous dit Bob, je crois, lorsqu'on vit chaque moment intuitif, chaque réalisation, chaque prise de conscience dans l'instant. Et si on le laisse ensuite être à l'instant. Ça me ramène dans deux traditions, la tradition du shivaïsme du Cachemire et la tradition ou l'approche de Krishnamurti qui nous dit que c'est lorsque nous nous accrochons à nos désirs, plutôt que de les célébrer, plutôt que de jouir de l'instant, de saisir l'instant, pas de saisir, mais d'apprécier l'instant, tout en le laissant être. Le problème, c'est lorsque nous nous accrochons. Nous voulons, bien sûr, il y a quelque chose en nous qui veut que le bonheur dure, qui veut que l'état de satisfaction dure, qui veut que l'état de bien-être dure. Le problème est peut-être là parce que, nous dira Bob, selon ma réflexion, mon analyse, parce que nous nous accrochons à une pensée et nous voulons qu'elle perdure. Lui, il nous ramène plutôt, justement, à célébrer, à apprécier la fraîcheur de cette présence au moment. Je vais vous donner une autre formule qui est proposée quelquefois. Je disais hier à ma mère et à ma sœur que la carte n'est pas le territoire. La carte, c'est quoi? C'est l'aspect théorique. C'est un peu une forme de représentation d'un lieu que l'on pense à la carte d'une montagne, la carte d'une région. La carte n'est pas vraiment l'expérience directe au moment présent. Et nous disons, nous allons étudier la carte pour nous faire un tracé, pour nous faire un chemin, pour préparer notre itinéraire. Mais lorsqu'on arrive sur les lieux, et surtout si on a l'esprit frais, l'esprit ouvert et attentif, on se rend compte que ce que nous avions prévu, ce que nous avions anticipé, tout notre entraînement et notre préparation n'a rien à voir avec l'expérience directe en présence. Les philosophes grecs nous disent qu'il faut s'entraîner
à la vertu, se préparer. Même Diogène qui disait « Je me prépare à toute éventualité ». Nous avons beau nous entraîner, nous préparer, lorsque l'expérience directe frappe, elle n'a rien à voir avec toutes nos préconceptions. C'est peut-être la même chose pour la notion de problème, hein? Comment dire? Lorsque nous qualifions une situation qui nous arrive, nous pouvons dire « Oh, je suis en train de vivre tout un problème amical, amoureux, tout un problème au niveau financier, au niveau professionnel. C'est terrible ce qui m'arrive, c'est inacceptable. » Donc, ce qui nous arrive, c'est simplement lorsqu'on juge quelque chose en termes de bien et de mal, rapidement, après avoir vécu quelque chose, hein, comme lorsque quelqu'un déclare « J'ai vécu une très mauvaise journée, une journée très difficile », ça présuppose que la journée n'a pas été selon nos conceptions, selon l'espèce de vision de ce qu'est une belle journée. Et souvent, nous voulons tasser du revers de la main et comme disait mon ami Martin, avec qui je discutais ce mercredi, il m'a dit, nous avons de la difficulté à vivre avec ce qui est déplaisant, avec ce qui est inconfortable, avec ce qui vient bouleverser nos habitudes, bouleverser nos routines, bouleverser notre train-train quotidien. Et bref, nous vivons, certains diront, comme, pas dans une prison, mais selon des valeurs établies, des principes établis. Et en cela, peut-être que la vie, si nous laissons, la vie souvent va venir nous heurter, nous déstabiliser de plusieurs manières possibles. Donc, si nous sommes ouverts, à l'écoute, attentifs, et que nous décidons d'être ouverts à ressentir ce qui est, ce qui se présente, et se laisser toucher par ce qui est, nous allons être d'abord peut-être plus en contact avec ce que certains appelleront la réalité, l'existence. Hein? Donc, c'est un peu ce à quoi veut nous ramener peut-être la question de Bob. Si je suis attentif et présent ici maintenant, il n'y a peut-être pas de problème parce que je ne fais pas intervenir la pensée pour suranalyser tout ce que je vis. C'est peut-être cette porte-là qu'il veut nous ouvrir. Hein? Si je n'y pense pas, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de douleur au genou, par exemple. Ça ne veut pas dire que je ne vis pas l'expérience de la tristesse. Mais si j'épouse la douleur, si je ne fais qu'un qu'avec la douleur, que je l'accueille, je l'accepte, peut-être qu'il va y avoir une forme de transformation, ce que certains appelleront une forme d'alchimie qui va s'opérer. Donc, mettre la douleur, se distancier avec la douleur, nous le faisons peut-être parce que la douleur, elle est inconfortable, insupportable. Au lieu de se dire, je ressens une douleur qui m'affecte à un certain niveau, je l'accueille, je la constate et je vais peut-être respirer avec cette douleur. Je connais des gens qui sont allés même chez le dentiste. Écoutez, là, on est dans une autre forme d'approche. Hein? Quelqu'un avait dit au dentiste, ne me gèle pas pour opérer, pour réparer une carie. Je veux respirer pleinement dans cette situation. Il semble-t-il que ça avait bien été. Là, on est dans une autre forme d'entraînement encore. On n'est pas obligé de passer par là, mais ça nous ramène à, lorsqu'une situation déplaisante, déstabilisante, nous arrive, inconfortable, pourrions-nous respirer un simple moment dans la situation et voir ce qui arrive, au lieu de trouver, justement, des portes de sortie. Et je vais arriver avec une belle citation de Bob à ce sujet.
trouver des solutions, des remèdes. Je parle en général. Je ne vous dis pas de ne pas prendre vos remèdes, je dis plutôt de faire face à ce qui est. C'est peut-être notre plus grande difficulté parce que faire face à ce qui est, c'est faire face à une forme de résistance. Qui dit résistance, quelquefois, dit souffrance. Voilà, regardez la belle citation que je suis allé chercher. Elle est difficile à comprendre, hein. Elle est complexe, mais je vous la présente pareil ici dans mes notes. C'est en anglais, mais bon, Bob Adamson déclare que nous rêvons le monde. Ah, nous sommes comme pris dans un rêve. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de déclarer, coudon, suis-je dans un film? Suis-je dans un rêve? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que je suis pris dans un téléroman. Ma vie est comme un téléroman. J'ai eu ce constat récemment. Et là, Bob dit souvent, nous voulons chercher à sortir de ce mauvais rêve, de cette situation bouleversante. Nous cherchons des remèdes, des solutions, et même à sortir du rêve. Mais nous ne sommes pas conscients peut-être que nous rêvons. Nous sommes en train de rêver. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être de croire, hein, à tout ce qui nous arrive. Donc, peut-être là, il peut arriver un petit moment où nous nous éveillons, nous nous disons, oh, est-ce que je suis pris dans un téléroman, une histoire? On dirait que ma vie est totalement dramatique. Et là, Bob nous dit, nous cherchons une porte de sortie. Ça peut être, il y a plusieurs portes de sortie, hein? De mettre un pied à terre, de dire, je sors de cette histoire. Je n'en peux plus. De trouver un moyen pour fuir la souffrance, hein. Certains vont prendre toutes sortes de produits pour ne pas ressentir parce que c'est trop fort, etc. Et après, il dit, et là, il déclare quelque chose pour peut-être qu'on puisse se détacher. Le rêve que vous vivons ou la vie que vous vivez, hein, ce mélodrame, le mélodrame que vous vivez, il déclare, il dit, ce n'est pas votre problème. Hein, que veut-il dire par là? Ce n'est pas votre problème. Nous sommes pris dans un film. Mais ça, c'est une thèse qui appartient presque à certaines traditions, peut-être immémoriales, que la vie peut être un songe, la vie est un rêve. Je n'irai pas jusque-là, parce que c'est sûr que les souffrances que nous éprouvons, les difficultés que nous éprouvons, ce sont des problèmes, moi, que je considère comme réels dans l'instant, qui peuvent s'estomper aussi. Je vais en reparler dans quelques étapes, parce que je vais revenir à ma notion de problème et à notre question. Donc, Bob, il dit, là, laissez faire le rêve, là. Cessez de vouloir sortir du rêve ou de vous évader de ce mauvais rêve. Prenez plutôt conscience d'une chose. Et c'est là que je veux vous amener, en quelque sorte. Votre réel problème, notre réel problème, nous, en tant qu'êtres humains, écoutez bien ça, c'est là que la dichotomie embarque, c'est que vous aimez une partie de votre rêve, mais que vous n'êtes pas à l'aise avec l'autre partie de votre rêve et que vous voulez la rejeter. Bref, tout ce qui vous conforte, tout ce qui vient en accord avec votre vision du monde et que vous qualifiez de bons moments, moments heureux, moments agréables, moments souhaitables, à cela vous dites oui. Mais dès que ça vient vous déstabiliser, vous, vous titiller, vous déranger, cette partie-là, vous voulez la pousser du revers de la main. Ah, Sailor Bob ou Bob Adamson nous amène un moment intéressant. Il y a une partie de notre vie que nous ne voulons pas vivre. Pourquoi? Parce elle est dérangeante, elle vient réveiller des mémoires, des souffrances. Et cela, nous ne voulons pas la vivre parce que nous disons, et ça m'est déjà arrivé, mettons que vous vivez une grande tristesse le matin, vous vous dites, oui, mais comment vais-je être capable
de finir ma journée, de poursuivre ma journée. Si c'est si terrible en ce lundi matin, comment vais-je être capable de me rendre à vendredi? Donc, je vais me distancier de cet état. Je vais me mettre à distance. Et là, le problème, c'est que c'est comme un barrage, hein? C'est comme un barrage. Allons-y avec la métaphore de l'eau. Le barrage va se remplir et va peut-être déborder à un moment donné. Et ça va être encore plus terrible parce qu'on se sera mis à distance de ce que nous éprouvons. Mais si on se ramène à l'essentiel, qui est le ici maintenant pour Sailor Bob, nous pouvons éprouver nos émotions dans le ici maintenant et souvent nous ne décidons pas quand est-ce que cela va arriver. Hein? Vous allez au café, vous écoutez une pièce joue au café de musique et les émotions montent. Vous écoutez un film, vous êtes à un concert de musique, vous discutez avec un ami, vous avez un sentiment d'empathie face à une photo troublante et ça monte. Vous n'avez pas décidé. Mais par ailleurs, nous voulons décider du chemin que va prendre notre vie. Comment les choses devraient se passer. Nous voulons être en contrôle. Mais imaginez-vous que lorsque certaines émotions surgissent en vous, vous ne l'aviez pas décidé, mais vous pouvez décider de contrôler et mettre cela à distance. Mais sachez que si on fait une métaphore avec la température, on, et on se fait on s'associe un peu à la température, on peut se dire, écoutez, il pleut en ce moment, ensuite ça ne pourrait être que nuageux sans la pluie, et après le soleil va apparaître. Donc, c'est un peu comme ça la vie. Hein? C'est du changement. Donc, basé sur les modifications de climat, de température plutôt, nous pourrions peut-être nous dire, ah, ça se peut que ça passe. Donc, cette tristesse, elle est vécue dans l'instant. Elle va peut-être s'estomper pendant quelques heures et revenir. Pourquoi ne laisserions-nous pas être ces moments? Tantôt, je disais, en parlant de Sailor Bob ici, que pour lui, il vit une vie selon l'instant présent. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de plan, ne vont pas projeter, avoir de plan, ou quelquefois se remémorer des beaux moments nostalgiques. Certes, si nous nous remémorons de beaux moments au passé, ça se fait dans le ici-maintenant. Et si nous projetons, nous anticipons certaines choses, ça se fait dans l'ici-maintenant. Mais quelquefois, nous pouvons nous foutre la paix. Donc, nous ramener à l'instant présent en étant attentifs, cela crée un espace, une ouverture en nous. Lorsqu'on ne s'accroche pas à nos pensées, c'est peut-être ça ce dont veut parler Bob Williamson. Hein? Si nous n'alimentons pas l'analyse, nos pensées, nourrissent pas, si quelquefois dans notre journée, nous cessons de nourrir nos anticipations, nos projections ou notre nostalgie d'un temps perdu, peut-être que nous allons apprendre à mieux apprécier, à mieux vivre avec ce qui est. Et quelquefois, ça peut être, ah, il n'y a rien à faire, je m'ennuie. Et là, nous allons nous voir, nous qualifier l'instant. Ah, il manque d'action dans ma vie. J'aimerais que ça bouge davantage. Il me semble que je suis paresseux. Et nous pouvons observer tous ces états en nous. C'est peut-être ce fameux moment, Blaise Pascal en avait parlé, hein, qui donnait ça comme un défi à l'être humain. Sommes-nous capables de nous asseoir sur une chaise et de ne rien faire pendant une vingtaine de minutes? Voilà le grand défi de l'humanité. S'asseoir, respirer, observer ce qui est sans vouloir tout comprendre, tout saisir, tout analyser. Et certains vont vivre ça, et vous recherchez ça, peut-être les êtres humains, en vous disant, j'ai hâte d'être dans la nature,
pour me syntoniser avec la nature. J'ai hâte de regarder un beau coucher de soleil ou d'aller à la mer, voir la mer, nager. Parce que nous savons peut-être que c'est cet état-là euh, de calme que nous recherchons. Mais quelquefois, nous le recherchons à travers l'action. Nous pensons qu'il faut faire quelque chose. Nous trouvons peut-être ça très difficile de nous abandonner, de nous coucher au sol et de respirer profondément. Nous trouvons ça difficile de ne pas penser. L'Orient a compris quelque chose, mais je ne crois pas qu'il faille pour la même chose discréditer la pensée. Parce qu'il y a des moments où il est important de penser. On peut se laisser 30 minutes pour faire une analyse. Hein? Eckhart Tolle proposait ça. Donnez-vous 30 minutes pour vous réfléchir à vos problèmes. Donnez-vous 30 minutes pour réfléchir à vos plans de vacances. Donnez-vous 30 minutes pour analyser une situation difficile. Mais pas 3 heures de temps, 5 heures de temps, et quelquefois on ne se voit plus aller. Hein? Donc, c'est peut-être à ça que veut nous ramener Sailor Bob dans sa notion. J'en profite pour vous saluer, je prends une petite pause. Merci à France d'être là, à Marielle, Danou, Judith, Annick, merci à tous et à toutes. Charles, Sylvie, Carole, Suzanne, Cathy, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Yolande, Nicole et j'en oublie peut-être d'autres et on salue les gens qui vont nous écouter, bien sûr, en reprise, en différé, à ce petit webinaire dont la question du jour la question du jour, je vais peut-être la reformuler, hein? Y a-t-il vraiment un problème ici maintenant? Et on met ça entre parenthèses le reste, si je ne pense pas. Il y a peut-être un problème avec cette question-là. Si on ne pense pas, on pourrait aller l'interpréter dans un autre sens. Si je ne pense pas à mes problèmes que je vis, les problèmes, est-ce qu'ils demeurent pareils? Et je dirais oui, parce que nous avons tous certains problèmes hein, que nous vivons. Ça peut être une récente blessure que nous avons subie, une maladie qui nous accompagne. Ça peut être aussi certains problèmes relationnels, problèmes amoureux, questionnements existentiels hein, dans la quarantaine, cinquantaine. Sachez qu'au sens grec, la crise, hein, la crisis, c'est une forme de délibération qui nous pousse à prendre des décisions. Certes, nous ne sommes pas exempts de problèmes, mais peut-être que nous accordons trop d'importance quelquefois à nos problèmes et que nous passons à côté de l'essentiel. Mais la philosophie nous dit que s'il y a un problème, c'est qu'il y a un questionnement qui est présent et peut-être que ces questionnements-là, existentiaux, je vais vous en présenter quelques-uns, peut-être ces questionnements existentiaux méritent une légère réflexion. Allons-y avec un exemple concernant les amitiés. Alors, vous avez des amis de longue date, vous avez vos meilleurs amis, mais il se pourrait que vos amitiés de longue date ou avec certains amis que vous considérez comme étant vos meilleurs amis, se peut qu'il arrive une problématique, qu'il surgisse un problème de conflit de valeurs, un problème de difficulté à se rencontrer. Et j'ai même quelqu'un que je croisais sur la rue récemment qui était déçu de ne pas pouvoir voir ses amis les plus anciens. On dirait que certains des amis le fuyaient ou ne donnaient plus de nouvelles. Et ça peut créer chez nous euh, un grand questionnement quand nous voudrions voir nos amis et être présents avec eux. Et là, on se bute à une problématique qui est comment se fait-il que mes amis importants, mes meilleurs amis, soient difficiles à voir? Est-ce que je peux faire quelque chose pour améliorer la situation? Ah, j'ai relancé ces amis-là, ils ne me reviennent pas, ou ils me donnent des excuses, ou ils sont tout le temps occupés. Et là, ça nous ramène face à nous-mêmes. Hein? On peut se poser la question, si je suis sincère avec moi-même,
comment est la relation ici maintenant? Ou ces derniers temps, est-ce que ça fonctionnait bien? Est-ce que c'était aisé de se voir? On peut commencer par ça. Donc, la philosophie peut nous aider à nous poser ces questions-là. Donc, de prendre le problème au sérieux. Deuxièmement, on peut se dire, je relance mon ami, je lui fais des invitations, il ne me revient pas. Ouais, je dois constater que je l'ai vraiment relancé, je lui ai fait des propositions et ça ne semble pas revenir. Comment je me sens face à cette situation-là? Donc, on peut identifier comment nous nous sentons. Je me sens pas respecté, je sens que c'est comme si quelqu'un n'avait pas le goût de me voir, je suis déçu, etc. On peut observer ça et on peut se demander, est-ce que j'ai tout fait? Puis on peut se demander, finalement, on peut être aussi face au fait que je ne contrôle pas la situation. C'est comme si je me sentais impuissant et on dirait que je ne sais plus quoi faire. Et c'est là que c'est difficile de se rendre compte que peut-être que l'autre individu, que nous ne vivons pas toujours en accord, hein, avec des valeurs similaires ou peut-être que le rythme de notre vie diffère l'un de l'autre et nous n'arrivons pas à nous rencontrer. Et c'est là que j'amène cette position-là, bon, ce thème-là ou cette thèse-là, que il se peut que les relations amicales fonctionnent, bon, c'est une métaphore, fonctionnent de manière orbitale. Ça veut dire quelquefois, écoutez, j'ai croisé l'autre fois au restaurant et à la librairie un professeur de psychologie. On s'est croisés 5 fois une semaine. Comment se fait-il? Sommes-nous sur le même orbite? Hein? Peut-être parce que nous fréquentons les mêmes lieux. Ça peut s'expliquer comme ça, mais des fois, il y a les preuves du contraire. Notre ami demeure à quelques rues de chez soi et nous n'arrivons pas à le voir. Donc là, nous faisons des prises de conscience. Nous constatons qu'il est difficile de se rencontrer. Sommes-nous capables d'accepter cela? Sommes-nous capables d'accepter que l'autre individu est libre, que l'autre individu a peut-être d'autres projets, d'autres préoccupations, d'autres valeurs? Sommes-nous capables aussi de nous dire que cela nous affecte, cela nous déçoit? C'est un peu ça, impliquer le constat. Mais ce qui est très difficile, c'est d'accepter ce qui est, mais surtout ce qui va à l'encontre de nos attentes, de nos désirs et de nos souhaits profonds. La vie ne se passe pas comme nous voudrions qu'elle se passe. C'est le conflit profond que je vais appeler le conflit entre ce que nous souhaitons. En éthique, on va appeler ça le conflit entre le devoir-être, mais je ne voulais pas employer ce conflit-là entre le devoir-être et l'être, mais disons plutôt, c'est le conflit entre nos désirs profonds et ce qui est. Descartes avait déjà dit un peu, s'inspirant des stoïciens, si vous voulez moins souffrir, hein, il serait peut-être important, et ça c'est très stoïcien, hein, parce que d'adapter vos désirs à l'ordre du monde. Il y a peut-être un ordre transcendant. Bon, certains appelleront ça le cosmos, la vie avec un grand V. Certains vont appeler ça, mon ami Charles appelle ça le Tao, hein, où il y a nos désirs et il y a ce qui est. Et souvent, quelquefois, ça peut aller en conflit. Quoi faire devant ce genre de problème-là? J'ai parlé de l'amitié, mais quoi faire? Woody Allen suggère dans un de ses films, certains vont, Arnaud Desjardins diront, et d'autres diront, tentons d'accepter ce qui est, mais d'accepter aussi notre réaction. Nous sommes en colère, nous sommes déçus, nous sommes insatisfaits.
Ça passe par une forme d'acceptation, peut-être qu'il va se développer en résilience. Mais on peut aussi se dire, ce chemin ne fonctionne pas. Suis-je capable de regarder dans une autre direction? Et là, c'est la solution ou la proposition intéressante de Woody Allen, que je vais traduire par d'aller vers ce qui est fluide, d'aller vers ce qui est aisé. Et Woody Allen dira en anglais d'aller vers whatever works, ce qui est fonctionnel. Mais souvent, nous sommes attachés à nos désirs profonds, nous sommes incapables d'aller vers ce qui est fonctionnel, ce qui est fluide. Il faut apprendre à observer, hein, pour emprunter ce chemin-là, le chemin de la fluidité. Ce n'est pas toujours évident. Donc, oui, je dirais à Bob Adamson, malgré que quelquefois, ne pas penser à nos problèmes et à vivre l'instant présent peut être quelque chose de souhaitable, je n'irai pas jusqu'au fait de ne pas réfléchir à nos problèmes et de ne pas l'approfondir au niveau philosophique. Un peu. Et ça va nous pousser, parce que nous vivons des problèmes, ça va nous pousser à vouloir développer une réflexion sur l'existence et peut-être à nous trouver un art de vivre, parce qu'on ne s'en cachera pas, que ce soit de la philo orientale ou occidentale, nous cherchons un art de vivre, comment mieux vivre, comment mieux traverser à travers les difficultés. Et il y a des écoles qui proposent toutes sortes d'avenues. Les stoïciens qui vont nous dire apprends à accepter ce qui est sous une forme, sous la forme d'une injonction, hein? Mais ça ne marche pas toujours. D'autres vont dire let it be ou laisse être la situation. C'est pas toujours facile. Il n'y a peut-être pas d'école parfaite, mais nous pouvons être engagés dans ce questionnement philosophique et nous poser nous-mêmes les questions. Un autre exemple, certains m'ont déjà dit que, bon, ils sont dans un certain type d'emploi ou ils pratiquent certains types d'emplois qui sont malheureux, trouvent ça extrêmement difficile. On peut se poser la question suivante. Suis-je à ma place ici maintenant dans cet emploi en accomplissant ce métier ou cet emploi? Est-ce que cela m'inspire profondément? Suis-je à ma place? Et tenter d'être sincère. Et si la réponse est non, peut-être accueillir ce non et se poser la question, qu'est-ce qui m'inspirerait? De quoi ai-je le goût? Donc, un questionnement, ça peut nous aider d'autre part à identifier ce qui nous inspire profondément. Parce que nous avons quand même une personnalité, des goûts, des tendances, des capacités qui sont en nous. Faites attention de ne pas simplement aller vers les choses simplement par défi, parce que quelquefois, ce que j'avais fait récemment, j'avais accepté de monter un cours par défi, mais j'avais oublié de me poser la question, ai-je le goût profondément de monter ce cours? La réponse était non. Ce n'était pas bien senti au niveau de l'être. Donc, ça mérite quelquefois de s'arrêter et de se poser la question suivante. Là, je vais avec un deuxième exemple, l'exemple d'un emploi, par exemple, ou d'un champ de vocation. Tenter d'être sincère. Ai-je le goût de poursuivre dans cette voie? Non, je ne me sens pas à ma place. Parfait. Constatez cela. Et après, de se demander, mais qu'est-ce qui m'inspire? Prendre quelques instants pour réfléchir à ce problème, de quoi ai-je le goût? Et je compte l'exemple d'une femme qui me disait qui était dans un conflit. Donc, elle avait un appartement, il y avait quelqu'un qui possédait un autre appartement en haut, elle était propriétaire. Et celui qui était propriétaire majoritaire de la bâtisse, ben, l'empêchait de rencontrer des clients pour, par exemple, la traduction de documents. Donc, lui, ça la dérangeait que des clients viennent rechercher les traductions ou les corrections d'épreuves. Il avait porté plainte, etc. Elle était engagée dans comment dire, pendant plusieurs temps,
peut-être un conflit avec cet individu. Puis plus on s'engage face à une injustice, plus ça peut être prenant. Ça peut être aussi, ça peut occuper notre esprit énormément. Là, on voit qu'il n'y a pas de solution. Chacun tient, chacun pense avoir, tenir une partie de la vérité, avoir raison. Et là, une fois qu'on est pris dans cette situation-là, ce n'est pas évident. Mais il y a peut-être une troisième voie. Si ce n'est pas la personne A qui a raison ou la personne B qui a raison, pourrait-il avoir une autre option? Donc, les options rationnelles qui s'offraient, je vais y aller avec les options rationnelles, c'est bon, soit cesser le combat, ou soit poursuivre à combattre face à cette situation dite injuste, ou soit vendre justement sa propriété et s'en aller ailleurs. J'avais dit à la dame, si ce n'était ni ces options-là, que ferais-tu? Qu'est-ce qui t'appelle profondément? Et j'avais aimé ça, la dame m'avait dit, j'irais. C'est beau, à travers l'imagination, quelquefois, on a des solutions. J'irais m'installer dans un village, dans les bois, et servir du chocolat chaud. J'avais trouvé ça merveilleux parce qu'on sortait de la dualité, des oppositions, du combat. Quelquefois, la solution est par la voie de l'imagination. Hein, donc, quittons la raison, quittons la suranalyse, le combat, le conflit, allons vers l'imagination. Peut-être que la solution est vers l'imagination. Donc, nos problèmes, nous ne pouvons pas dire que si nous ne pensons pas à nos problèmes, ils n'existent plus, mais nous pouvons peut-être mieux les aborder philosophiquement, en sortant des sentiers battus, en trouvant des solutions basées sur des questions fondamentales comme de quoi ai-je profondément le goût? Peut-être ai-je le goût de sortir de cette situation en empruntant des solutions qui sont avec l'imagination. Je vais juste tourner, voilà, mes petites notes ici. Voilà, donc je vais y aller maintenant avec, je vais juste aller voir, tout le monde est là, merci à tous et à toutes d'être là, être présents. Alors, revenons à notre question et on va y aller peut-être avec une petite période dans quelques instants, de période de questions. La question que nous abordons aujourd'hui est la suivante. Y a-t-il vraiment un problème ici maintenant quand nous vivons un type de situation, un type d'expérience? Y a-t-il vraiment un problème? La question de Bob, c'est si on n'y pense pas. Lui, voilà, le fait de trop penser comme étant un problème. Il voit le fait de vivre l'instant présent tel qu'il est, tel qu'il se présente. Ça, c'est vivre selon l'instant, la fraîcheur du moment. Il nous dit aussi de ne pas nous accrocher aux prises de conscience que nous faisons ici et maintenant, aux réalisations. Qu'est-ce qu'il nommait aussi également? Prise de conscience, réalisation, également les intuitions que nous vivons dans l'instant, elles doivent être vécues, selon lui, dans l'instant et pour l'instant lui-même. C'est pas facile de vivre ainsi, mais il nous dit que c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant parce que ça laisse une porte au mystère. C'est-à-dire que la vie peut devenir une surprise, un mystère, mais certains aiment mieux s'accrocher au connu, hein? S'accrocher à ce qu'ils jugent être la bonne voie, la manière de faire. C'est pas toujours facile de s'abandonner à l'instant dans l'ouvert, mais c'est extrêmement rafraîchissant. Ça peut être extrêmement déstabilisant parce que certains ont besoin. J'ai une collègue qui, je vous le dis, une collègue qui, tous ses cours, les cours de philosophie qu'elle enseigne, par exemple, elle enseigne sur la philosophie conséquentialiste de John Stuart Mill ou la philosophie déontologique de Kant, et tout son cours est écrit. Est écrit.
les blagues et tout, ça la rassure. C'est comme si c'était une pièce de théâtre. C'est fascinant quand même. Et elle a besoin de relire sa pièce de théâtre avant de donner son cours. Ça la rassure face aux imprévus. Donc, elle veut s'assurer que tout est en contrôle. La voie que propose Bob Adamson, c'est l'inverse. C'est, il le dit, faites confiance à votre être, vous êtes ce que vous cherchez, tout est en vous. Ce que vous êtes, c'est le je suis, tout est là. Ne vous inquiétez pas, les intuitions vont surgir au moment opportun. Ça ne veut pas, par exemple, si vous êtes musicien, ça ne veut pas dire de ne pas pratiquer vos gammes, pratiquer les pièces que vous aimez, etc. Mais certains, comme Miles Davis, ont été capables. Miles Davis laissait de la liberté à ses musiciens et a enregistré Kind of Blue en 2, 3 prises, je crois, en 2, 3 enregistrements la même journée ou le lendemain, en ne disant pas à ses musiciens tout ce qu'il fallait faire. C'était pas une musique écrite, mais c'était quand même des musiciens passionnés, maîtrisant leurs instruments, étant capables d'improviser, mais ils laissaient une place à l'espace et à la liberté. Sommes-nous capables de faire ça, d'envisager la vie, de vivre cette vie-là en nous faisant confiance à nos capacités, à notre intuition, mais en vivant de manière ouverte, de manière libre et avec une attitude où j'improviserai, où une intuition viendra me guider dans l'instant. Sommes-nous capables de nous abandonner à cette voie-là? La voie où tout n'est pas contrôlé par la pensée, hein, où nous abandonnons à ce qui est et nous abandonnons aussi avec confiance que notre être saura nous informer comme il le faut dans la situation. J'avais rencontré un jeune chez mon libraire François, François le libraire au quartier latin, qui souhaite enseigner le français, la littérature. Je lui dis, tu peux envoyer ton CV, c'est le bon moment, fais ça avant le 15 mai environ. Peut-être que tu seras rappelé à une entrevue. Je lui redemande, est-ce que tu as envoyé tes CV? Il m'a dit non. Je ne me sens pas prêt. J'ai envie de davantage, j'ai envie de prendre une pause, j'ai envie de lire, etc. Je n'ai pas assez confiance. Et moi, je vais vous lancer quelque chose. Une proposition qui a émergé en moi après une expérience d'enseignement de 15 ans, pour vous dire que nous ne sommes jamais prêts. Nous ne sommes jamais prêts et nous. Donc, le jeune Arnaud dit qu'il n'est pas prêt. Mais nous ne le sommes pas prêts à entamer un nouveau métier, une nouvelle relation, le départ de quelqu'un. Nous ne sommes jamais prêts. Nous voulons être absolument prêts pour être forts, pour traverser ça avec expérience. Mais sincèrement, prenons l'exemple de l'enseignement. Tout ce que je croyais qu'enseigner allait être, ça n'a pas été cela. Nous ne sommes jamais prêts à sauter aussi dans la rivière tant que nous n'avons pas vérifié la température. Nous ne sommes pas prêts à faire le saut. C'est une fois, c'est une fois à l'eau que tous va se mobiliser pour nager, pour rester à la surface de l'eau. C'est bizarre, hein? Je vais vous ramener une belle citation qui vient à mon esprit. Je ne sais pas ce que c'est Rumi ou Nisargadatta qui dit « Faites un pas et vous serez accompagné en chemin. Vous ne pouvez pas tout prévoir, mais il suffit de faire le pas. » Mais il y a cette audace-là qui est difficile. Hein? Je vous ramène au titre du livre d'Arnaud Desjardins,
L'audace de vivre. Vivre demande une forme d'audace, demande un oui. Oui, et ça ne se passera jamais tel que c'est sur la carte. Ça ne se passera jamais tel que nous l'avions anticipé. Ça ne se passe jamais tel que nous l'avions prévu. Alors, Bob va peut-être nous dire d'y aller. Faites confiance à votre être. Tout est là. Tout est en vous. Tout va se manifester selon la situation. Mais encore faut-il être présent, à l'écoute et attentif à ce qui monte. Je vais terminer avec un exemple. Hein, mon père est à l'hôpital présentement et un matin, je me lève, je vais avec j'ai deux intuitions qui montent à mon esprit. Je me demande pourquoi il n'est pas couché du côté gauche ou du côté droit lorsqu'il dort. Et je me dis, ah, mais je crois que c'est important, c'est peut-être important qu'il se couche du côté gauche ou droit au lieu d'être simplement assis, incliné. Ça me dit, pose la question. Et justement, hier, ils ont changé sa position. Il est soit couché à gauche ou à droite, puis à droite, on dirait qu'il respirait mieux, qu'il semblait être mieux. C'est quelque chose qui me travaillait intérieurement, qui occupait mon esprit. Donc, j'ai posé la question, puis ensuite, j'ai confirmé que c'était peut-être la bonne chose à faire. Donc, vous avez quelquefois des intuitions qui montent en vous. Il ne faut pas les tasser, faut les prendre et peut-être aller dans la direction de cette intuition. L'autre intuition, j'avais envie de poser la question à mon père, de quoi as-tu le goût? De quoi as-tu besoin? J'ai posé la question, de quoi as-tu besoin? Et là, j'ai eu une réponse. Hein, j'ai une réponse qui a surgi suite à ça. Il m'a dit, je crois, pour le moment, je me repose, mais j'ai le goût de sortir d'ici. OK, donc voilà. C'est, est-ce que nous sommes platoniciens dans cette perspective, à savoir que chez Platon, la vérité peut venir nous visiter, ou ce qui est important peut venir nous visiter dans notre esprit. Euh, Nous avons accès à la vérité ici et maintenant. La vérité dans le sens de ce comme étant une idée qui surgit de manière spontanée et immédiate. Donc, n'ayez crainte, tout cela est en vous, mais encore faut-il être capable d'être à l'écoute. Et écoutez, nous ne prévoyons pas ce qui va monter dans la perspective de l'intuition en nous-mêmes. Donc, ça nous ramène quand même au point de vue de Bob Adamson. Chérir l'ici et maintenant pour voir surgir quelquefois une idée, une vérité, un élément qui va nous aider à résoudre un problème. Est-ce que ça se pourrait que c'est à travers cette vie attentive que nous puissions être capables de saisir ce qui est riche, comme dit Bob, ce qui est vivant, ce qui est fraîchement vivant? Est-ce que ça se pourrait que tout cela se présente dans la présence attentive, hein? En tant que présence attentive, tout ça se déploie lorsque nous sommes présents et attentifs. Et peut-être c'est comme ça que s'installe aussi une certaine quiétude en nous, en étant présent et attentif malgré la tempête qui est en nous, malgré la colère, malgré la tristesse. Si nous disons oui, si nous accueillons, et nous sommes conscients, alors conscients que nous sommes tristes ou en colère, alors nous ne sommes pas cela, mais nous sommes la conscience de ce qui est. On va y aller maintenant avec merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Je me suis laissé être, hein, j'avais quelques notes ici, mais je me suis laissé être avec vous ce matin dans l'abandon de ce qui est. Je vais faire un petit tour pour vous remercier. Si vous avez des questions et des commentaires, gênez-vous pas, vous pouvez lever la petite main. Je vais bien sûr vous répondre à vos questions, vous écouter. Tentez d'être bref et concis pour laisser la place aux gens qui nous écoutent. Je remercie Jean Rivet pour l'invitation de ce matin et Réseau Vox Populi
Merci à Nicole, à Cathy, à Suzanne, à Carole, à Charles, merci Sylvie. Merci à Danou qui va commencer avec les commentaires dans quelques instants. Merci à Marielle, Judith, Annick, France et tous nos amis, nos auditeurs, auditrices du Québec et de la France. Vas-y, Danou, on t'écoute. Merci d'être là. Voilà, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Tu m'entends? Merci Mathieu pour tout ce que tu apportes. Il y avait beaucoup de choses et il y a quelque chose qui m'est apparu. Alors je me rappelle plus si c'est Bob Williamson qui l'a dit. Tu parlais au début de cette histoire. Quel est le son émis par un applaudissement d'une main? Mm. Et ça m'a renvoyé à des sujets, bon, évidemment, que j'anime moi aussi dans des rencontres. C'est ce que j'appelle la sagesse de la reliance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose apparaît, bon, alors généralement désagréable, enfin pas toujours évidemment, mais c'est le sujet de est-ce qu'il y a un problème? Alors, à ce moment-là, on peut prendre conscience par exemple, le son, qui est, lorsqu'on applaudit d'une main, il n'existe pas. Parce qu'il Mm. faut qu'il y ait quelque chose d'autre pour que ça existe. Donc, il faut quelque chose qui est vu et se rendre compte de ce lien que l'on va générer par le regard qu'on a sur les choses. Et je finirai juste là-dessus pour faire court, c'est que bon, la vie m'a proposé pas mal d'épreuves et notamment, physiques et j'ai compris à un moment donné que quand je pouvais, considérer ma douleur, en la respectant, c'est-à-dire en la laissant être, sans me bagarrer avec elle et chercher à ce que ce soit différent. Donc ce qui est, en réalité, il n'y avait alors pas de souffrance. Et bon, c'est peut-être vite dit comme ça, hein, mais comprendre la différence entre le moment où on a effectivement mal, mais comment je regarde cette douleur. Mm. Et c'est ce regard-là qui va changer complètement les choses, dans le sens où elle va être, mais elle ne va pas me peser, alors que je pourrais aussi m'accrocher en la refusant, en ne l'acceptant donc pas, en voulant qu'elle disparaisse, et cetera. Et alors là, il y a la souffrance. Voilà, c'est pour faire court, hein. Ben, Voilà, c'est ce que merci. je voulais dire. Il y a plein de choses que tu as dites, je pourrais encore te poser plein de questions, mais je laisse la Ben, place, aux autres merci, aussi. Dano, pour ton commentaire. C'est vrai que plus nous résistons, plus nous refusons ce qui est. Et d'autre part, si nous changeons notre regard sur ce qui est, ça peut bien sûr avoir une incidence sur, comment dire, sur la manière de vivre cette expérience. Donc, il y a l'importance ici, il y a deux points qui sont soulevés. Euh, Peut-être l'importance de la non-résistance, de l'accueil, et aussi le fait de changer notre regard. Et quelquefois, nous avons besoin d'entendre d'autres d'autres philosophes hommes ou femmes sur ce sujet pour nous apprendre à voir le monde autrement, mais sans changer de région, sans changer de localisation. Ça peut se faire d'un point de vue interne. Merci pour ton commentaire. Danou, y a-t-il d'autres commentaires, d'autres questions sur cette rencontre? Si vous voulez, allez-y, laissez-vous être si vous avez un petit commentaire à faire. Moi, je suis Nicole Odette. Je vois pas la petite main, donc. Ben, vas-y, Nicole, on t'écoute. Oui. Écoute, moi, j'ai 87 ans et bon, j'ai eu deux assez graves opérations, disons, ces 3 dernières années-là. Puis, Oui. malgré une vie spirituelle très intense, la peur de la mort me hante. Hmm. Et j'avoue que j'ai bien du mal à composer avec ça. J'écoute tout ce que vous dites et puis j'ai pris beaucoup de notes. Et puis je sais bien que l'abandon, laisser être, puis bon, j'aimerais avoir la paix, la sérénité, bien Hmm. sûr, parce que c'est inévitable pas seulement pour moi, tout ça, et ben voilà, donc mais je trouve que ça m'enlève la joie de vivre vraiment.
C'est une très bonne question, hein. Merci pour ton commentaire. Ça tombe à propos. Cette question-là de la peur de la mort, je ne sais pas si nous l'avons déjà abordée à travers je crois que je l'ai déjà abordé à travers un atelier philosophique personnel. C'était pas avec Vox Populi, événement Vox Populi. Il y a plusieurs philosophes qui se sont penchés là-dessus, dont notamment Épicure, d'autres. Et ça serait un peu poussé pour moi d'entamer sur ce sujet-là, mais allons-y peut-être il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière cette peur-là, c'est euh, notre manière de concevoir, hein. Donc, si nous observons comment nous concevons la mort, je crois même que j'ai fait sur mon Facebook Live une réflexion là-dessus. Faut-il craindre la mort? Faut-il avoir peur? J'aurais peut-être... vous m'écrirez, je vais tenter de vous envoyer ça, la vidéo, si vous m'écrivez sur mon site là, tantôt. Vous ferez ça, puis je vous enverrai ça. Mais je vais peut-être laisser un moment. C'est toujours... souvent, on ne se rend pas compte de nos préconceptions sur quelque chose. Le sentiment qui nous habite est présent, mais savons-nous de quoi nous parlons? Est-ce que c'est pas plutôt, et là-dessus, je vais y aller avec Épicure, c'est plutôt notre attente, l'anticipation et l'attente de ce que ça serait, de ce que c'est. C'est peut-être cela qui nous inquiète, ou c'est peut-être aussi le fait de se projeter, euh, de s'imaginer dans un état, comment dire, de souffrance qui augmente, de souffrance qui perdure. C'est peut-être cela que nous craignons profondément. Est-ce que c'est la mort? Et savons-nous de quoi nous parlons lorsque nous parlons de la mort? Certes, il y a la vision médicale de la chose, il y a des critères pour cela, mais c'est une expérience qu'on appellerait une expérience peut-être de l'inconnu. Mais je vais vous laisser sur une phrase d'Épicure qui dit dans la lettre à Ménécée, que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, le souci que nous portons à la vie est le même. Il nous dit que le plus important, ce n'est pas de porter le souci sur la mort, mais de porter le souci sur la vie, le soin, se soucier du vivant, de porter son regard sur cela. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des sentiments qui nous habitent, de dire « Ah, je me sens disparaître, je me sens m'éloigner de la vie, etc. » Cela, c'est présent, mais tant que nous sommes vivants, de porter son souci, et je dirais ça sans prétention, de peut-être de porter son souci sur le vivant. Donc, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, nous pouvons tenter de porter un certain souci, mais ce n'est pas toujours facile, puis ça dépend où nous en sommes. Il n'y a pas de recette que je propose, mais peut-être un regard. Mais je vous enverrai, si vous m'écrivez, je vais tenter de vous envoyer mes réflexions, mais tout, ne- et je vais terminer là-dessus, nous ne résoudrons pas tous nos problèmes, toutes nos inquiétudes et nos grands questionnements à travers une, euh, une analyse intellectuelle, parce que tant que nous ne sommes pas en paix ou sereins intérieurement, certes, la tête va continuer à chercher des solutions, etc. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, euh, Wittgenstein a dit, écoutez bien ça, je vais terminer avec une analogie, nous avons besoin d'une échelle pour grimper, que nous déposons sur le muret que nous allons grimper. Nous avons besoin de cette échelle. Mais une fois que nous avons franchi le mur et sauté de l'autre côté du mur, nous nous rendons compte qu'une fois que nous avons sauté de l'autre côté du mur, nous n'avons plus besoin de cette échelle. Mais nous avions besoin au début de cette échelle. Mais après un certain moment donné, peut-être que cette échelle ne nous sert plus. Cette échelle nous amenait dans une certaine direction. Et peut-être que la connaissance, à un certain moment donné, elle est nécessaire pour grimper, mais après,
quelquefois, il faille l'abandonner pour une autre approche du monde. Ce n'est peut-être plus par la réflexion, comment dire, volontaire, contrôlée et strictement rationnelle que nous allons parvenir à la sérénité. Mais je vous laisserai là-dessus. Y a-t-il quelque chose à faire ou à ne plus faire pour parvenir à cette sérénité? Je vous laisse sur une question. Alors, je vais en profiter pour vous remercier tous et toutes. Il est maintenant 11h15 à l'heure de Montréal, 17h15 heure de la France. Est-ce que c'est ça? Merci à Nicole, Cathy, Carole, Charles, à tous ceux et celles qui étaient présentes. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre. On aura à l'automne des rencontres en présence à Montréal. Je vais louer une belle salle aussi. C'est à venir. Et peut-être qu'il y aura un autre live très bientôt. Je vais en parler avec Jean tantôt, peut-être un autre petit webinaire.